cérémonie donc se place sous le signe de l'originalité. C'est une fête de l'esprit, comme aurait dit le professeur Mamoussé Diagne. Le docteur Diallo a parlé du temps. Nous avons pensé immédiatement à Lamartine. Autant suspend ton vol et vous aurez pu suspendre votre cours. Nous avons pensé à Lamartine en ayant le plaisir d'avoir à côté de nous le doyen Mamoussé Diagne. Je vous demande de lui refaire un triomphe. Alors, on applaudit très fort. On disait tout à l'heure en Wolof que pour Niamey, lui, il a eu l'honneur d'avoir débroussaillé, il a eu l'honneur d'avoir déblayé le terrain et nous, on n'a pas beaucoup de militants, juste sûr. J'ai suivi ses cours en philo en 1985. Wali a suivi mes cours, d'autres ont suivi les cours de Wali, c'est le miracle de l'enseignement. C'est le miracle de l'enseignement qui me réunit. Si moi je parle juste du premier recueil, l'équilibre des rêves. Si vous voyez les rives, si vous voyez la photo, vous avez quelqu'un en équilibre. Et il est comme dit Nietzsche que le professeur Diagne aime bien, il est en équilibre instable. Nietzsche est en équilibre instable sur les épaules de Zarathustra qui danse. Et que suprême provocation ose nous dire j'ai canonisé le rire, homme supérieur, apprenez à rire. Et là, il y a un très sérieux problème. Wali n'est pas l'homme de la facilité. Il ne nous caresse pas dans le sens du poil. Il est là pour nous inquiéter. C'est pourquoi c'est un poète que j'aime bien. Ça, c'était la première dimension. Deuxième dimension, il faudra poser les choses en termes de modèle politique. Baudelaire est un poète, Claudel est un poète, Senghor est un poète, Wali est un poète. Mais ils n'écrivent pas les mêmes poèmes. Ils n'écrivent pas les mêmes poèmes parce qu'ils n'interrogent pas le réel de la même façon. Le poème est là essentiellement comme marque de la différence de Wali. Le troisième élément, c'est que le poème est un jeu avec les mots. On a parlé de Pape Samba Kane romancier, mais lui, la manière dont il travaille le langage dans ses romans, ce n'est pas la manière du poète dans sa poésie. Chacun travaille le langage d'une manière différente. Quand Senghor dit « je vois l'odeur des roses », il y a immédiatement un problème. Il aurait dû dire « je sens l'odeur des roses ». Mais quand il dit « j'entends l'odeur des roses », le choc entre les mots inhabituels rend essentiellement la poésie. Tout à l'heure, en venant là, il y a des jeunes qui marchaient devant moi. Une femme les a traversés rapidement et ils se sont mis à dire « Boy, tu as vu la musique, tu as vu la musique, tu as vu la musique. » Je me suis dit « Mais d'où est-ce qu'ils sortent ces jeunes-là » J'ai réfléchi un peu, je me suis dit qu'ils étaient des poètes. Ils font de la mauvaise poésie, mais ils étaient des poètes. En fait, de musique, ils désignent la manière dont marche la femme. C'est-à-dire la manière dont elle accélère le mouvement giratoire de ses rondeurs arrière. Ça, donc, il y a essentiellement. Donc, Wali est un poète, le poème est un art de marier les mots. Senghor ne dira jamais à la femme tu as de belles boucles d'oreilles. Il lui dira et les abeilles d'or sur tes joues d'ombre bourdonnent comme des étoiles. Ça, c'est la vie. Il ne dira jamais tu as une belle peau. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Un ami que je ne dénoncerai pas d'ailleurs dirait que les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, c'est les lumineuses, mais je ne le dénoncerai pas. Le fleuve, tu ne diras jamais le Congo, non. Corps d'huile imputrescible à la peau de nuit diamantée. Je suis Béné l'ancien, non, c'est pas de la poésie. Gazelle aux attaches célestes. Dès qu'il est gazelle, nous pensons à tel qu'une délancée aux attaches, les articulations célestes. Entre parenthèses, on n'a pas réglé le problème. Hein. Est-ce que nous les Sénégalais, peut-être les philosophes vont nous aider, est-ce que nous les Sénégalais, on est tendance Miss Sénégal ou tendance Dongoma? Oui. Il faudra régler ça. Est-ce qu'il faut une femme bien en chair ou bien les baguettes de pain prêtes à s'envoyer au moins de 6 Il faudra régler la question. Donc, voilà, ces précisions étant faites, on pourrait commencer. Je parle donc du premier recueil, l'équilibre des rives. C'est le premier recueil de Wali, c'est l'élément essentiel par lequel il déclare son appartenance à la poésie. La création littéraire se heurte à l'essentiel, une question fondamentale dont elle ne peut faire l'économie. Wali la pose de façon suivante. Pourquoi tant de choses si proches sont invisibles? Pourquoi tant de reliefs, de signes sont illisibles? Donc il y a un réel problème et c'est ce problème-là qui est dans la source de la poésie. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas la démarche poétique. L'homme n'est pas Dieu, il n'a pas le pouvoir de Dieu.
Dieu a le pouvoir de créer par les mots. C'est le fameux kun fayakun des musulmans. Quand il dit arbre, on entend l'arbre, mais on voit immédiatement l'arbre. Nous, on ne peut pas, on est des humains. Moi, je serais heureux de dire conférence et de laisser la conférence se dire, faire toute seule. Je ne peux pas. C'est pourquoi il y a des poètes. Réaliser le Malraux, non pas le Malraux de l'espoir, mais le Malraux de la condition humaine. Il y a ce qu'il appelle l'esprit de déité, c'est-à-dire en tout homme, il y a un rêve. Ce rêve-là, c'est d'être Dieu. Le rêve-là échoue, mais il est toujours entretenu par l'ensemble des poètes. Wally fait donc de la poésie une parole essentielle, située entre l'inquiétude et l'enchantement. Au début de sa création littéraire, il existe un sentiment de paralysie devant l'énormité de la tâche. C'est le déphasage, le décalage entre ce que l'homme voudrait et ce qu'il peut réellement. Pédagogue infatigable, et là on m'excusera de dire des mots amicaux, pédagogue infatigable, l'auteur de l'équilibre des rêves a formé des générations et des générations d'élèves. Mais en ce lieu poétique, il force un langage pour produire une œuvre qui relève d'abord d'une poétique. Pour lui, le langage est d'éminente souveraineté. Nulle complaisance sur ce visage où pourtant la sensibilité est visible et lisible. Nulle angoisse non plus. Seule l'intime fierté d'une grande ferveur pour l'honneur littéraire. À la fois réservé et discret, Wally écrit au plus près du sensible, du vrai et du sincère. Sa poésie à travers les éléments qui se répètent et se repèrent est asservie à une idée directrice ayant force d'exigence au point de donner le sentiment d'un absolu. C'est d'abord le travail sur le langage que, d'une certaine manière, Wally commence par mettre en avant. Il n'y a pas de poète sans travail sur le langage. Et je n'aurais pas participé à cette cérémonie sans la discipline dont il fait preuve. C'est un étudiant discipliné, c'est un homme discipliné. C'est carrément le contraire de nos étudiantes d'aujourd'hui qui vous regardent dans les yeux et que vous dites, Monsieur Kayo, là, je n'ai rien dit parce que ce terrain du combat n'est pas le mien. Quelque part, Madame la Générale Senghor écrit, elle était belle sous paupières déclives, déclive du latin déclius. Elle était belle parce qu'elle avait les paupières en pente. Comment je peux savoir qu'elle avait les paupières en pente? Elle avait les yeux baissés. Notre civilisation nous empêche de regarder dans les yeux des personnes les plus âgées. Ça, c'est un trait de civilisation que nos jeunes ont tendance à oublier très souvent. En dépit des souvenirs qui hantent, vous êtes aussi un invité, en dépit des souvenirs qui hantent constamment la mémoire de l'écrivain, l'espérance, pense Wally, doit l'emporter sur le reste. Tout le reste, c'est un mot très fort. L'espérance doit l'emporter sur le reste, tout le reste. Mais il sait aussi que la poésie est d'abord une opération verbale. Ce n'est pas le discours du roman, ce n'est pas le discours de l'essai, ce n'est pas le discours du théâtre, c'est une opération verbale. Je crois que c'est Breton qui disait il faut marier les mots. Il faut marier les mots. Il faut marier les mots. Plus les mots sont d'origine lointaine, plus leur mariage marche essentiellement en poésie. Le poète est un homme du langage total, un poète un homme du langage ordinaire. Il n'y aura pas d'homme total tant qu'il n'y aura pas tout l'homme pour tous les hommes. Et c'est ça qu'incarne essentiellement Wally. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il était à Dakar, on avait pavoisé la ville de sa devise Totus Tuus. Tout pour nous, totus tous. Il n'y aura pas d'homme intégral tant que tout l'homme ne sera pas pour tous les hommes. Essentiellement, cette incarnation, c'est ce que Wally pense, c'est ce qu'il applique. Lisez son œuvre rapidement. Il a lu Valéry, il a lu Charles, il a lu Desnos, il a lu Rimbaud, il a lu Cocteau, il a lu Amadou Lamine Sall, il a lu Brière, il a lu Senghor, il a lu tant d'autres. Et essentiellement, sa poésie s'oriente essentiellement dans ce domaine. L'un des éléments essentiels par lesquels il signale sa poésie, c'est que le poème est un corps finalement. Le poème est un corps. C'est fondamental. Hein? Le poème est un corps et d'une certaine façon, ce corps-là, Wally l'écrit, et on ne peut pas l'empêcher de tenir le langage d'amour dont parlait tout à l'heure le poète professeur Mamoussé Diagne. Tout est confondu dans le poème. Le poème apparaît comme un laboratoire d'écriture, un laboratoire dans lequel s'opère l'expérimentation du pouvoir du verbe. Et d'une certaine manière, paradoxalement, c'est par là que je terminerai,
le premier recueil de Boily se donne à lire comme un éloge du silence. Un poème, c'est un endroit où on parle. Mais lui, ça se donne comme un éloge du silence. Il rejoint là le cœur de nos interrogations. Tout milite en faveur du silence. Pourquoi nous parlons? Tout milite en faveur du silence. C'est d'ailleurs le sens des mots du loup dans le poème de Vigny. Tout milite en faveur du silence et pourtant lui, il écrit un éloge du silence. Il s'agira donc, il le dit très bien, je ne dirai rien, je t'habiterai simplement tout entière. Dans leur fulgurance, ces images, parmi tant d'autres, font de la poésie une pratique qui se donne à voir comme un acte métaphysique d'une valeur absolue, une entreprise qui porte, c'est ça qui est fondamental, le poids des attentes et des espoirs de l'homme. Et fondamentalement, lorsque les tambours de la mémoire de Boris qui l'aime bien, lorsque les tambours de la mémoire se feront encore entendre, nous serons heureux de dire avec le poète, de redire après lui, de redire grâce à lui ces mots clairs et naïfs comme le regard d'un enfant, ces mots par lesquels la poésie se fait parole fondamentale parce qu'elle vient des profondeurs, des fondements plus exactement, ces mots par lesquels il ouvre l'équilibre des rives. Il y a de la poésie dans le fleuve du regard, il y a des silences qui scintillent mieux que des poèmes. Il y a certains gestes aux allures solaires. Et entre deux lèvres closes, mûrissent de symboliques fleurs, il y a la solitude qui console et l'impériale élévation qui apaise. Les véritables couleurs sont dans l'arc-en-ciel de tes paupières. Le fanion de l'amour danse toujours au giron de l'horreur. Tambouronner le céleste métal, c'est interroger la matière insonore. Mon âme est plus souple qu'un arc de liane. La nuit est d'albâtre et j'affiche des flèches symétriques. Ta vie est une goutte d'eau et tu excites des soifs élastiques. Sauvez-vous du feu qui glace et de la neige qui embrase. Le ciel des cœurs est pesant et lourd. Il pleut des chats et des chiens. Bonne continuation. Dans l'autre, bien sûr, M. Diané a travaillé sur les humanistes, Erasme, Rabelais, Montaigne, Agrippa, Tobillé, la liste véritablement pourrait continuer. Il a travaillé sur des écrivains divers comme Senghor, Hugo, Césaire, Tchikaya Outamsi, Cheikh Abdou et tout. C'est véritablement un grand universitaire. Merci beaucoup, professeur. À présent, je vais remettre la parole au premier Sénégalais agrégé de philosophie. Son livre Civilisation de l'oralité et pratique discursive en Afrique, ce qui était plutôt sa thèse de doctorat, je crois. Madame Liliane Kestoulouk a dit ces mots sur ce travail. Il a dit qu'il est littéralement ce travail incontournable pour les oralistes de métier. Et il lui dit, ce que vous avez fait pour les textes africains, c'est ce qu'on en partie a fait pour les textes littéraires africains. Monsieur le professeur, et effectivement, oui, on applaudit bien. Mais vous ne vous rendez pas compte que, sans le vouloir, vous nous mettez dans l'embarras. Vous mettez dans l'embarras du fait des compagnons que j'ai à côté de moi. Je disais tout à l'heure à Diané un mot que je fais passer, simplement parce que je l'ai eu de la bouche de Cheikh Anta Diop lui-même le lendemain de discussions que nous avons eues sur son œuvre et qui s'est effondré sur la scène. Quand je suis allé le voir chez lui le lendemain, il m'a dit qu'il pouvait mourir heureux parce que la recherche africaine était désormais entre de bonnes mains. J'ai dit qu'avec de tels cadets, nous étions nous aussi tranquilles parce que nous savons que c'est des gens qui peuvent aller très loin. Mais mon embarras ne vient pas de là. Mon embarras vient de ce que vous m'avez mis à côté de
créateur d'œuvres littéraires ou de critiques littéraires aussi brillants que Diané, alors que mon métier, ce n'est ni l'un ni l'autre. Vous l'avez bien dit, j'enseigne la philosophie depuis 36 ans, et de ce fait, en principe, la question légitime qu'on devrait se poser est celle de ma présence ici. Qu'est-ce que, donc, je fais ici? Je devrais être plutôt là où vous êtes, plus proche de vous que de cette estrade, un simple lecteur. Je suis donc que lecteur parmi ces spécialistes. Mais du coup, je m'autorise un droit, c'est le fait, en tant que lecteur, de me promener dans le vaste jardin de Wally en ayant d'autres guides que mon propre plaisir, et de vous y entrer, de vous contraindre à ne suivre que l'arbitraire de ma propre promenade. Et donc de cueillir avec moi les fleurs que je viens pour bien cueillir pour en faire un bouquet offert à Madame Gaye. Mais oui, est-ce que, je ne sais pas si vous avez le livre là avec vous. Tout à l'heure, Diané a dit une chose absolument extraordinaire. Il a dit que l'écriture avait au milieu le corps, il a été même plus audacieux, le poème est un corps. Mais absolument, absolument, l'iconographie de ce livre, la couverture de ce livre, et parce que j'ai enseigné pendant des dizaines d'années les philosophies du soupçon, Freud, Nietzsche et Marx, qui disent qu'il ne faut jamais croire un discours sur ce qu'il dit de lui-même et des autres, mais je ne vais pas croire sur parole cette couverture. Je la soupçonne parfaitement de piéger notre regard, de nous piéger complètement, parce que ce que vous voyez là, c'est une jeune femme apparemment enceinte et avec sur le ventre un globe terrestre qui est peint couleur chair. Alors pourquoi est-ce que cette première impression serait la vraie? Qu'est-ce qui vous dit que cette femme ne tient pas un cadre, le cadre d'un tableau de peinture comportant le tableau, et qu'elle serait dissimulée derrière ce tableau, et pour compliquer le tout, elle pourrait se trouver parfaitement devant un miroir qui reflèterait la femme et le tableau dans une série de renvois sans fin. Ce qui fait que donc, non seulement l'œil est piégé, mais l'écriture même du titre est piégée. C'est ma géographie, avec des majuscules, de grosses majuscules, vous raconte avec des majuscules très fines, ces histoires majuscules plus petites que ma géographie. Et pourquoi est-ce que la géographie raconte des histoires? Je peux parfaitement inverser le titre et dire que c'est l'histoire qui raconte la géographie. C'est l'histoire qui raconte la géographie depuis que le graphéine, les Grecs ont appelé ce terme graphéine, le fait de tracer sur la terre et de délimiter un espace, depuis que en Égypte ancienne,
on s'est mis à partager la terre en la découpant par un tracé. Attention, c'est un enfant et Wally dit quelque chose sur l'enfance. Laissez-le s'exprimer. Vous allez voir pourquoi. Donc, le graphène est narré par l'histoire, aussi bien la géographie au sens de la géomorphologie, mais l'histoire de la Terre existe, avec les plaques qui s'enchoquent et qui font la surrection des montagnes et des abîmes sous-marins. L'histoire humaine elle-même narre la géographie, puisque la géographie n'est justement pas quelque chose de fixe, mais quelque chose de dynamique. C'est bien par des conquêtes successives, par les rencontres des gens, que le monde prend forme. Mais pour vous en donner une idée, pensez seulement à l'invention de la cartographie au XVIe siècle, c'est le titre de la thèse de mon ami Yorofal. La géographie, la cartographie a été faite pour la conquête militaire. Quand vous vous représentez régulièrement quelqu'un comme Napoléon, il est penché sur les cartes de géographie pour pouvoir conquérir le monde. Quand vous représentez Hitler, s'il n'est pas en train de faire ses défilés à Nuremberg, il est penché sur une carte de géographie pour pouvoir conquérir l'Europe. Le discours de cette histoire qui veut se faire géographie, c'est dans Mein Kampf. C'est dans Mein Kampf avec sa fameuse théorie de l'espace vital. Comment inscrire l'histoire dans la géographie. Comment l'Allemagne veut se donner un espace géographique. Mais c'est exactement la chose. Daesh ne fait pas la même chose aujourd'hui. Daesh, c'est une idée qui veut se faire géographique, qui veut se tailler un territoire. Donc c'est bien l'histoire qui raconte la géographie, qui ne se contente pas de raconter la géographie, mais qui l'a fait. Il y a donc un subtil jeu de renvoi entre géographie et histoire, ce qui fait que je donne malgré tout raison à Waliba, je ne le dirai qu'à la fin. Donc on peut faire une lecture plurielle aussi bien de cette iconographie, de ce dessin sur la page, que du titre lui-même dont on inventerait les termes simplement. Voilà, ne se contente pas de faire ça. C'est son travail sur le temps qui constitue les pièces suprêmes. Certains poèmes sont datés, d'autres ne le sont pas. Et dans ces dates, nous avons certaines qui comportent le jour du mois, qui comportent le quantième, qui comportent le mois, qui comportent l'année. D'autres poèmes ne comportent que l'un ou l'autre. L'année plus le mois. D'autres poèmes ne comportent rien du tout. Où les placer? Et il apprend un malin plaisir à les entrecroiser, à les donner dans l'ordre, dans le désordre. Ce qui fait que nous avons une chronologie totalement bouleversée. Et ça, c'est un jeu de l'écriture, mais un jeu surtout du lieu de l'écriture. Quand Michel Foucault dit que n'importe qui parle, mais que ce qu'il dit, il ne le dit pas de n'importe où, c'est cela que ça signifie. Vous avez du mal à ancrer ces poèmes dans une chronologie fixe. Et ça, je l'ai aimé, je l'ai adoré dans ce livre. C'est pour ça que je vous dis, je me balade simplement dans le livre, je me promène et je m'arrêterai lorsque je serai fatigué. Il brouille donc les traces. Et à commencer par son avant-propos. L'avant-propos, vous savez littéralement que cela signifie le propos avant le propos.
Et au lieu d'écrire un avant-propos, il cite une phrase de Adamov. Or, tout le monde sait que l'avant-propos est justement une ruse de l'écriture. C'est une ruse de la raison, dirait Hegel. Parce que tout le monde sait également que l'avant-propos n'est jamais un avant-propos, il est, si j'ose dire, un post-propos. L'avant-propos s'écrit toujours après le propos. Quand on a fini de dire, c'est un discours aussi pervers que le conte. Quand quelqu'un vous conte une histoire, et il vous dit, la raison est la chose du monde, et la raison du fort, et la chose du... Qu'est-ce qu'on comment le loup et la lion, comment ça Le fort est toujours la meilleure. C'est le seul conte du loup et la lion qui l'avoue de manière explicite. Sinon, on vous dit Samba et Mamadou allaient en voyage, ainsi de suite. C'est à la fin qu'on tire ce qu'on appelle la morale de l'histoire pour dire c'est pour cette raison qu'il ne faut pas faire ceci, cela. En réalité, l'auteur avait déjà la morale de l'histoire dès le départ. Et il vous donne comme un avenir ce qui pour lui est déjà du passé. C'est pour ça que le conte est un récit pervers. Je l'ai dit dans ma thèse d'ailleurs, c'est un récit pervers parce que précisément, il vous tient par la main alors qu'il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé. Et il est déjà arrivé au moment où on commence en fait. Il est déjà arrivé parce qu'il dit tout le livre. Avec ce seul propos de Adamov, il aurait pu parfaitement l'écrire, ne laisser que des pages blanches. Parce que ce texte d'Adamov dit, poète est celui qui se sert des mots moins pour dévoiler leur sens immédiat que pour les contraindre à livrer ce que cache le silence. C'est extraordinaire. Dire que le mot est silence, ou dire que le mot ne dit que pour ne pas dire, ou dire que le mot ne dit que pour cacher le non-dire. Mais c'est ce que nous a appris le Père Freud. C'est ce que nous a appris le Père Freud. C'est ce que depuis le début de l'histoire du monde, nous savions déjà avec Édipe Roi. Édipe, c'est celui qui voit, parce qu'il voit, il ne voit pas en réalité son propre crime. Celui qui voit le crime de Édipe, c'est l'aveugle, c'est Tirésias. C'est pour ça que j'aime qu'on parle d'un poète qui est un non-voyant. Il voit ce que vous ne voyez pas en réalité. Le non-voyant, c'est celui qui voit, et celui qui voit, c'est celui qui ne voit pas. Il y a un entrecroisement extraordinaire que Sophocle trouve. Parce que la vraie vision est intérieure. Il faut se défier par conséquent de ce qu'on a sous les yeux. C'est cela le sens de ce texte. Avant-propos, qui en réalité dit tout le propos que vous avez tout au long des textes. Je vous ai dit que je lisais comme moi je l'entends. Il y a quelques textes que j'aurais pu prendre comme ça. Pour me faire plaisir simplement, il y a que lui-même le reprend et l'avoue tranquillement à la page 48. Il dit qu'on peut bien se taire, mais non garder le silence. C'est encore là l'équivalent exact de ce que Freud lui-même affirme en disant l'humanité ne peut cacher aucun secret. Celui dont les lèvres se taisent bavarde avec le bout de ses doigts. On ne peut rien cacher. La clôture de la bouche ne dit pas le silence véritablement. Il y a un magnifique, je vous renvoie à un magnifique texte de Dominique Zahan dans la dialectique du verbe chez les Bambara. Il y a le dernier chapitre qui s'intitule La fonction du silence chez les Bambara. Sans rien dire, ils vous ont tout dit. C'est de la même manière également qu'on fait la boue. Quand vous dites, mademoiselle, ah, je ne sais plus quoi dire, vous avez tout dit.
le silence, c'est le lieu où défaille le discours. Parce que ce qui est à dire est au-delà de tout discours possible. C'est l'impossibilité même d'articuler qui fait que vous vous mettez à genoux, simplement. Donc vous voyez comment les limites du discours et du silence s'entremêlent de telle manière que lorsque Wali Bali marie, quelquefois il marie la lumière et l'obscurité, lorsqu'il marie le silence et le discours, tout au long de son texte, c'est cela que vous notez. Et pour pouvoir articuler les deux, la notion qui articule les deux, c'est la notion de secret. Et c'est la notion de confession. C'est dans le même texte, à la page 48, qu'il dit ceci: au seuil du secret, nous parlons sans le vouloir. Même si nous brisons la voix, nous parlons encore. Parler sans le vouloir ou parler sans le pouvoir, dans tous les cas, c'est parler. Peut-être que la parole la plus expressive, c'est la non-parole, c'est le silence, justement, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Les grands mystiques en ont fait l'expérience. C'est pour ça que Dieu ne peut pas être nommé. C'est ce qui est à la base de la théologie négative. Saint Augustin le dit, Dieu qu'on nomme en ne le nommant pas, c'est celui que l'œil n'a pas vu, celui que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté jusqu'au cœur de l'homme. Et comment voulez-vous que monte jusqu'à la langue ce qui n'est pas monté jusqu'au cœur? Donc c'est dans les expériences privilégiées que sont la mystique, l'amour, la poésie, que nous trouvons ces formes d'expression. Et c'est pour cela que cela dépasse le logos philosophique. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on m'a pris en otage ici. J'essaierai simplement de justifier pourquoi je suis là. Et autre poème que j'ai aimé, c'est le poème qui en fait ouvre le texte, le recueil, et qui explicite à sa manière, qui explicite cette iconographie. C'est à la page 10. Je reviens sur mon premier domaine d'élection. Il parle des Saint-Anne, des jarres propitiatoires. Je reviens à mon espace à moi. L'idée d'espace est constamment présente. Parce que la géographie, c'est l'espace. Mais c'est l'espace délimité. Mais de quel espace il s'agit en réalité? C'est un espace à reconquérir. Et c'est pour cela que je reviens 3 fois dans le texte. C'est l'espace du souvenir. Mais de quoi il se rappelle cet homme? C'est à la page 23 qu'il frôle l'indication. Je ferme les yeux et le soleil éclate. Je vois l'image gravide du premier espace. Le premier espace est bien le ventre d'une femme enceinte. L'image gravide. Et ça, nous aurons à y revenir, parce que c'est précisément le sens du dernier poème, de l'avant-dernier poème en fait, dont j'aurais bien aimé qu'il soit le dernier poème du recueil, pour que ça fasse une boucle complète. Vous l'avez donc comme premier poème. Le premier poème donc c'est l'image de la femme enceinte, c'est la couverture, c'est la femme enceinte, et à la fin vous avez un texte significatif qui s'appelle Place Sainte-Anne, qui aurait pu être le titre de l'œuvre. Ça aurait pu être parfaitement le titre de l'œuvre. Moi je le revendique. Et j'aurais pu le défendre pendant plusieurs heures.
Eh bien, Wally s'amuse, joue avec la parole. Joue avec les paroles, joue avec les mots. Et joue, c'est un jeu de mots, c'est un jeu avec les mots. Et Diane tout à l'heure l'a si brillamment dit que je n'aurais justement pas mis à table. Il joue avec les mots parce que c'est quelqu'un qui croit à une déontologie de la parole, comme on dirait chez les Bambara ou chez les Dogons. Geneviève Calam-Griol a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle Ethnologie et langage, la parole chez les Dogons, où elle essaie de montrer comment, finalement, de toutes les conceptions pneumatiques de la création, où Dieu crée le monde par la parole. Tout à l'heure, Diane me disait, moi je ne peux pas créer ce que je veux par la parole, parce que Dieu, le monde, crée le monde par sa seule parole, qu'on fait à court. Ce sont les conceptions pneumatiques de la création du monde. Eh bien, dans le mythe d'Ogon, le monde naît d'un placenta. Et la parole du Dogon ne peut qu'organiser le tissu du monde à partir de ce placenta. C'est la parole qui organise effectivement le monde. Avec les dents qui sont la brosse du tisserand, avec la langue qui est la navette, c'est décrit jusqu'au moindre détail. C'est donc avec la parole, effectivement, qu'on tisse le monde. C'est avec la parole que vous tissez le monde de la poésie, parce que c'est un monde que vous mettez effectivement en place. Donc ne soyez pas si humiliés. Vous savez très bien que vous le faites à notre insu, et vous ne voulez pas l'avouer. Et c'est le langage de l'aveu, je l'ai dit tout à l'heure, qui finalement vous trahit. Qu'est-ce que l'aveu? Si ce n'est une façon de dire sans dire, une façon de dire à moitié, c'est ce que fait également la confession, où tout le monde sait que toute confession est mensongère. Parce qu'elle cache et non pas parce qu'elle dit. Depuis Saint-Augustin jusqu'à Rousseau, c'est ce à quoi nous assistons de toute façon. Et c'est cela qui fonde la psychanalyse. C'est ça qui fonde la psychanalyse chez vous. Alors, j'aurais pu, j'ai dit, considérer que le titre était, on pouvait le renverser et parler des histoires, de l'histoire et des lieux où se déroule cette histoire. Et donc, les topoi, les lieux, c'est ce qu'on a, les lieux que Waliba a fréquentés, les lieux qu'il a été, les lieux dans lesquels il a vécu. Et à ce moment-là, l'histoire devient non pas historique au sens où l'entend Hegel, c'est-à-dire la succession des événements dans le temps, mais la biographie du personnage qui écrit. C'est dans le texte, page 34, où il dit « Je me revois chez Rubin ». Assez beau ça. Se revoir enfant. Je me revois chez Rubin. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure, l'enfant qui parlait tout à l'heure lui répondait. Je ne sais pas si c'est un montage, une mise en scène, vous l'avez fait exprès, ou si c'est pas là. Mais c'est cet enfant seul qui était son interlocuteur dans toute cette salle. Je me revois chez le père, fils du vent, coincé entre l'absence du père et les vagues accablantes de la mer, drapelé en berne. C'est magnifique, cette façon de dire. Son rôle pour que le professeur continue, je sais qu'il va terminer. Je vais terminer vite. D'ailleurs, parce que on ne peut pas dire mieux l'affection maternelle que ça. La mère vous engueule, mais drapelée en berne. Je revois le poète et le peintre rivaliser, ainsi de suite. Et il parle des jeunes gens en parlant des bourgeons harcelés par des buts, par des possibles urgentes. Que l'enfant soit un pur possible, c'est ce que nous savons depuis Aristote.
et le possible excède le réel. Le réel n'est qu'un possible réalisé. Nous aurions pu être peintres, nous aurions pu être charpentiers, nous aurions pu être maçons, nous aurions pu être, pourquoi pas, président de la République, et nous sommes poètes. Donc c'est une restriction des possibles qu'une réalité quelconque. Le possible déborde indéfiniment. Et c'est pour cela que l'enfant est ici, nous importe ici au plus haut point, et c'est pour cela que lui-même peut dire il n'y a rien de plus beau qu'une cour de récréation. Parce que c'est une rencontre possible uniquement. Chacun peut être n'importe quoi. Chacun peut être n'importe quoi. Et c'est de l'égalité totale. C'est un rassemblement de fleurs. C'est comme cela qui caractérise ça. Mais moi, je saute immédiatement alors pour aller directement à Place. Pour terminer sur ça aussi. Place Senta, je dis, en transférant ce texte, que c'est la place centrale. J'ai également le droit de faire un jeu de mots sur son jeu de mots. Parce qu'il écrit place et il fait un tiré Senta. Je le compare au premier texte. Je compare les termes, je reviens et je me souviens. Et dans ce texte, il n'y a que des phrases du type « c'était avant le temps qui déborde, c'était avant l'espace, avant le ruissellement des vagissements, avant j'étais soustrait dans un pli, seul, et il parle de place hors du temps, hors de l'espace, c'est ça que j'attendais. Hors du temps, hors de l'espace, c'est ainsi que j'ai défini pendant 4 ou 5 ans le cours que je faisais sur l'utopie à l'université. Utopia, terme créé par Thomas More au XVIe siècle, c'est ou tiré topos, c'est-à-dire le lieu de nulle part. Ce qui n'existe nulle part, qui est hors temps et hors espace, c'est cela qui a été créé par cet homme et qui est sur une ligne. Or, il a créé ce terme en réfléchissant sur un autre terme créé par les Grecs eux-mêmes, par un certain Hippodamos de Nuidé, qui appelait ainsi les lieux consacrés qu'on pouvait géographiquement déterminer et qu'on appelait eutopos cette fois-ci, c'est-à-dire les lieux du bonheur, les lieux d'un bonheur tranquille où rien ne pouvait vous atteindre. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. C'est le ventre de la mer, parce que vous êtes à l'abri de tout. Vous êtes à l'abri surtout des hasards et des heures de l'histoire. Et l'autre, qui en est la représentation métaphorique, c'est le jardin d'Éden. C'est le paradis terrestre. C'est ce paradis perdu que le premier poème et le second poème disent d'un bout à l'autre, et c'est comme cela que la boucle se boucle, précisément le jardin perdu et le jardin à retrouver. C'est ce que chaque homme sur terre poursuit. Comment nous avons été expulsés du paradis terrestre pour devenir malheureux? Comment faire pour retrouver ce paradis dans le futur? Nous projetons dans le futur ce que nous avons perdu dans le passé. Et c'est précisément ce point qui est jeté entre l'un et l'autre qui me font dire que le livre de Waliba peut être d'une certaine manière comparé à ces parcours mystiques, à ces cercles-là que les orientaux ont figuré comme étant l'éternité. C'est depuis Platon, en passant par l'Égypte jusqu'en Asie, le cercle, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin, et c'est ce qui, dont le centre est partout, et la circonférence nulle part. C'est la définition de Pascal. J'arrive sur cela. Sur le reste maintenant, ça concernera l'amour. C'est très long. Il y a 17 ou 18 pages qui ne concernent que l'amour. Sur le reste du livre, c'est disséminé. Il y a tout ce qui concerne la prose poétique, tout ce qui concerne ces magnifiques phrases
qui s'est forgé, que je laisse aux spécialistes, parce que c'est des affaires de spécialistes. Ma promenade à moi s'arrêtait là. Et sur l'amour, une seule restriction sur l'amour quand même. J'avais des choses à dire, je leur laisse. Mais avec cette restriction, que Waliba est trop jeune pour pouvoir dire ce que moi, personnellement, j'ai eu à dire sur les belles femmes, et notamment à André Mariga. Je n'osais pas interrompre la promenade du professeur. Il l'avait dit lui-même qu'il allait... Vous auriez pu continuer à parler, hein? Moi ça m'intéresse. Fatigué, il s'arrêtait. On va aussi dire la parole à M. Kane, Pape Sambaka. Alors, en lui passant la parole d'ailleurs pour que, en tant qu'invité de Wali aussi, il fasse un témoignage, comme son déclaré tout à l'heure, en lui demandant finalement, je retiens quoi, le journaliste satirique, le chroniqueur, le romancier, le nouvelliste surtout, le flûtiste, le peintre, le cinéaste qui a côtoyé les grands cinéastes, je disais, comme Grégo, le grand. Alors, qui est-il? Alors, en tout cas, on l'applaudit très fort. De façon très furtive, parce qu'il avait eu le bonheur, il m'avait fait l'honneur de m'inviter à parler avec ses élèves. Et il m'avait effrayé ce jour-là parce que j'ai une très grande admiration pour les enseignants. Merci. Quand j'ai mes 3 enfants devant moi et que je surveille leur cours, etc., je suis très vite surmené. Alors quand j'imagine 50 pères Dieu, parfois plus, qui vous regardent des têtes presque vides dans lesquelles vous devez mettre ce qu'on appelle la connaissance, je suis effrayé. On s'est retrouvés plusieurs années plus tard, c'est il n'y a pas très longtemps, et il m'a offert son poème ce jour-là, où nous avions fait une présentation d'un livre d'un ami, avec une dédicace extrêmement flatteuse pour moi, très gentille, où il évoquait Baudelaire, justement. Je disais que vous m'avez ôté une épine du pied, parce que je me suis dit, bon, si on attend de moi quelque chose, je n'ose pas dire d'équivalent, mais même d'approchant à ce que le professeur Diané et surtout Mamoussé Diagne, je dis surtout parce que le professeur Diané vient de me révéler moi qu'il a été son professeur. Si je devais être là pour dire quelque chose même d'approchant, j'avais prévu de me dérober derrière quelque chose qu'ils nous ont donné ici, en disant que le silence était la forme d'expression la plus achevée. Et j'allais dire cela à l'assistance et leur dire que je vais donc me draper de silence pour avoir dit mieux que ce que tout le monde aurait dit ici. Un peu de silence, s'il vous plaît, derrière, dans le couloir. Mais puisque je suis invité à faire un témoignage sur un homme que j'ai découvert, comme je l'ai dit, depuis très peu de temps, mais que j'ai découvert assez profondément parce que j'ai lu son recueil de poèmes et je suis en train de lire, j'ai le privilège de lire en ce moment, j'ai fini de lire, j'ai même le privilège de travailler sur un texte qu'il n'a pas encore publié avec lui. Et il est l'une des rares personnes pour qui et avec qui j'ai accepté de faire ça. Mamoussé ne me démentira pas, la dernière fois que j'ai parlé devant lui, j'avais sorti cette phrase: l'écriture est un exercice solitaire. Et il ne commence à être collectif que quand les autres l'ont lu et qu'ils vous disent ce qu'ils en pensent. En ce moment, l'écriture, ce que vous avez écrit ne vous appartient plus. Et donc, je me drapais derrière ce concept et vraiment, c'est avec beaucoup de politesse, mais je refuse souvent d'entrer. Mais je ne pouvais pas le faire pour Wali, pour des raisons humaines, mais aussi pour des raisons, je ne vais pas dire techniques, mais pour des raisons de création, pour des raisons vraiment qui reposent sur ce que j'avais déjà lu de lui avec ça. Et comme j'ai un peu contaminé tous mes enfants
parce que j'aime bien lire. Le poème m'a été dérobé par le recueil m'a été pris par ma fille, que tu connais certainement. Mais je l'avais déjà fini. Je l'avais tellement bien fini qu'il m'avait inspiré. Allez, je n'ose jamais appeler ce que j'écris poème. Parce que pour moi, la poésie, c'est... Diané l'a suggéré et dit d'ailleurs, je crois l'avoir écrit même dans le roman dont vous avez parlé tout à l'heure à propos de moi, c'est une affaire de Dieu. Pour moi, les poètes ont usurpé quelque chose qui appartient à Dieu, la création. S'ils ne l'ont pas usurpé, parce qu'on ne peut pas le lui prendre, ils font ce qu'a dit le professeur Diané, c'est-à-dire ils se réfugient derrière la poésie pour se guérir de cette frustration des hommes, de tous les hommes, de se guérir de cette frustration de ne pas pouvoir assouvir ce rêve de, comme Dieu, créer. Et c'est pour cela, et pour bien d'autres raisons, parce qu'il faut les lire pour trouver ces raisons, peut-être ne pas pouvoir les expliciter. J'ai une très très grande admiration pour les poètes et les poètes véritables. Je ne parlerai donc pas, en tout cas pas beaucoup, de poésie ici, ni même de la poésie de Wally, mais je dirai 2 ou 3 choses qui vont peut-être conforter certainement ce que des gens plus érudits que moi ont dit ici. C'est sur la question du rapport aux mots. Et je crois que l'anecdote que je vais raconter, la Wally doit la connaître, parce qu'il c'est un lecteur de Baudelaire et c'est Baudelaire qui rapporte ça dans un de ses... C'est dans une préface d'un livre de Baudelaire que c'est raconté. Le peintre Degas, certains disent Degas, se plaignait de ne pas pouvoir écrire de poèmes. Il rêvait d'écrire de la poésie, et chaque fois qu'il rencontrait ses amis, les Mallarmé, les Baudelaire, etc., il se plaignait, mais pourtant j'ai des idées, et je n'arrive pas à écrire un poème. Et Mallarmé lui dit doucement, mais Degas, c'est pas avec des idées qu'on écrit un poème, c'est avec des mots. Et ça a été dit aussi ici, d'une autre façon, et ça a été illustré de manière extrêmement intéressante, créative et généreuse. Je ne pourrais pas toujours expliquer pourquoi je dis généreuse, par Wally. J'ai constaté que, quand j'ai lu Wally, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a... C'est peut-être parce que nous avons tous vécu les mêmes choses, que nous soyons nés et grandis à Dakar, ou à Fongolémi, ou partout. C'est la même chose, nous avons chapardé des champs, nous avons regardé des trains passer, nous avons torturé, ou en tout cas, nous sommes fait des amis de chiens, etc. Nous avons échappé à la surveillance de nos parents. Et c'est toutes ces choses-là que je raconte dans Sabourou Djiné. Et nous avons aussi, lui c'est un créateur, en tant que créateur, des choses qui vont beaucoup plus loin que ces faits, ce factuel-là. Et même dans ce domaine-là qui dépasse le factuel, j'ai rencontré chez Wally plusieurs choses. Vraiment, c'est tout à l'heure, Mamoussé a évoqué le poème Placenta, que je me suis dit, bon, ça c'est trop évident, je peux en parler, c'est vérifiable, clair, par tous ceux qui ont lu Sabourou Djiné ici. Quand il dit Placenta, je me souviens, on est dans le jeu de mots. Moi, je ne fais pas de jeu de mots, mais dans Sabourou Djiné, je parle de placenta dans les mêmes termes, en tout cas dans le même esprit que lui. Parce qu'il dit placenta, c'est surprenant. Parce qu'il dit placenta, je me souviens, c'était avant le temps qui dérobe, etc., etc. C'était avant l'enfance sur les flancs des tympans du monde nouveau, etc. Or, moi, ce que je disais, si je me souviens bien, c'est que je reprochais à des gens de ne pas savoir voler, d'avoir oublié leurs ailes. Oubli, je me souviens, d'avoir oublié leurs ailes dans le placenta maternel. Absolument. Tous les deux, nous avons fait de ce lieu qui est le placenta maternel, de souvenirs ou d'oubli. Les deux vont ensemble, de toute façon. On ne peut pas parler de souvenirs sans penser à l'oubli, on ne peut pas parler d'oubli sans penser aux souvenirs. Je vais terminer très vite sur la question des jeux de mots. On a échangé beaucoup au téléphone et souvent on est très long au téléphone. Je lui ai dit,
qu'il aimait très bien les jeux de mots. Il les aimait beaucoup et il en usait jusqu'à en abuser. Et les jeux de mots, c'est un terrain extrêmement glissant. Je me réveille souvent le matin, le pied léger, de bonne humeur, etc. Et je rencontre un journal, parce que les journaux ont tendance aujourd'hui à jouer du calembour, etc. Et quand c'est raté, mais ça fait très mal. Non, mais quand c'est raté, tout le monde est d'accord avec moi, un jeu de mots qui manque, c'est une journée qui commence, qui gâchis. Voilà. Or, Wally n'en rate pas beaucoup, et celui-là, surtout celui-là, il est extrêmement, vraiment bien trouvé, le placenta. Il n'est pas vraiment le seul. Voilà, et je vais finir par dire que je le remercie pour la confiance dont il a témoigné vis-à-vis de moi. D'abord en me livrant son intimité, soit en exclusivité, en tout cas parmi les premières personnes à voir ça, et de me faire confiance aussi pour ce travail qu'il m'a demandé, qu'on ne s'inquiète pas. Je continue à penser que l'écriture est un exercice solitaire et c'est réalisé par celui qui fait ce travail. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça, c'est un professeur de français. Moi, je ne suis le professeur de rien du tout. Je l'ai vu, il a écrit un texte sur un livre que j'avais lu et autour duquel je devais faire un témoignage sur l'auteur. Mais j'ai lu ce texte et puis je me suis dit, attends, qui est-ce que... C'était ça, je ne savais pas encore que c'était ce monsieur généreux qui m'avait invité dans sa classe il y a une dizaine d'années pour venir parler à ses élèves. J'ai lu le texte et j'étais pressé qu'on aille dans la salle pour que je voie quel est ce monsieur qui, avec autant de générosité, parce que moi je n'ai pas pu. J'ai regardé le livre, je l'ai lu, il y avait de très bonnes choses là-dedans, il y avait de moins bonnes choses comme dans tous les livres. Le livre parfait n'existe pas, sauf dans la tête de celui qui, ayant peur de la critique, n'a pas franchi le pas de l'écrire. Wally en a déjà fait quelques-uns, on peut croire que lui, il a du cran. Parce qu'écrire de la poésie, surtout pour moi, c'est avoir du cran. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir eu le spectacle avec une troupe qui est venue du terroir, de Diourbel, précisément, et ce sera toujours autour de ces poèmes. Mais nous voudrions d'abord finir la liste des prises de parole en donnant la parole à quelqu'un qu'on ne présente plus au Sénégalais, un professeur de philosophie très généreux qui organise chaque année des révisions pour les élèves et la mobilisation des élèves de Wally aujourd'hui. Donc, je remercie tout le monde en renouvelant à Wally tous nos sentiments de gratitude pour l'honneur qu'il nous fait, en nous invitant à témoigner, nous l'avons déjà fait sur lui, et peut-être à dire un mot de cet ouvrage-là qu'il s'agit de présenter aujourd'hui. Mais lorsque le vénérable maître tout à l'heure, celui qui nous a fait, M. Mamou Seydiaï, je vous demanderai de vous lever et de l'applaudir très fort, parce que c'est un monsieur c'est un monsieur à qui on ne rend pas suffisamment hommage, moi je le pense. Je ne cesse de le lui répéter à satiété, à savoir que monsieur, les dettes intellectuelles sont peut-être de celles qui se payent le pouvoir. Et que, comme disait l'autre, je crois que c'est Eken Maribar dans une préface de l'ouvrage consacré à Marx, qui disait qu'il ne faut jamais oublier de payer les dettes intellectuelles afin que le tailleur ne disparaisse sous l'arbre. Et vous comprenez qu'il parlait d'embarras, moi j'ai dit Wally, de véritable inconfort intellectuel. Je n'aurais jamais souhaité prendre la parole à côté de ce maître-là, parce que simplement, non seulement c'est du respect, mais c'est également presque, il me dira qu'il y a des remerciements qui béatifient et qui momifient. Mais en l'occurrence pour lui, franchement, nous demanderons à toute la nation entière, et nous avons cesse de le demander, de lui rendre hommage. Il a formé des générations de professeurs de philosophie, et sans cet homme-là, croyez-moi, l'espace intellectuel sénégalais ne serait pas tout à fait tel qu'il est aujourd'hui. Maintenant, vous me demandez de dire, franchement, et c'est lui qui nous a appris en parlant de Nietzsche. Je me rappelle encore de ses cours dans la fameuse salle 3 du département de philosophie.
Les cours qui commençaient toujours à l'heure de Zarasoura, c'est-à-dire à midi. Et il nous disait de toute manière, c'est comme ça qu'il le disait, entre ce que je vais dire, ce que j'ai dit, ce que j'ai voulu dire, ce que je n'ai pas dit et ce que j'ai dit, il y aura toujours de la place pour les dire. Et il disait, je souhaite simplement que ces dires-là réveillent en vous d'autres dires qui soient évidemment philosophiques. Mais c'est vrai qu'il va être aujourd'hui difficile de dire. Pourquoi il va être aujourd'hui difficile de dire? Parce que le lieu de surgissement de nos discours est justement le placenta. Or, tout le monde l'a dit et c'est une évidence, le placenta n'est pas un lieu du discours, c'est un lieu du silence. C'est un lieu du garni, c'est un lieu du bruissement, mais du bruissement du geste premier de toute vie. Et donc, si nous sommes installés dans un placenta, qu'on ne se trompe pas quand il nous dit « je me souviens », mais qui est-il? Quel est ce jeu qui parle dans un placenta et qui dit « je me souviens » ? De quoi se souvient-il? De quoi se souviendrait-il, lui qui n'a l'expérience de rien d'autre que celle du placenta? Et cela signifie donc qu'il y a chez Wally un retour véritable à ce qu'était la poésie à ses balbutiements premiers. Ça veut dire chez les anciens Grecs, poésis qui signifiait faire et créer. De quoi Wally est l'inventeur ou le créateur? Il faudrait, puisque le vénérable maître est un inspecteur en philosophie, un inspecteur général d'État, il faudrait peut-être ajouter une nouvelle discipline à la panoplie de nos disciplines scolaires, dont Wally est justement l'inventeur. Laquelle, me direz-vous, c'est la géographie historique. Et la géographie historique est une géographie qui arrache à sa plume l'historien. Parce que c'est une géographie qui, dans sa posture géographique, s'arroge le monopole de construire et de dire sa propre histoire. Et à partir du moment où cette géographie dont se prévaut la plume de Wally est une géographie qui n'entend d'autre histoire que celle qui sort de sa propre bouche, une géographie dont j'ai dit qui arrache à toute session sa plume, ça veut dire très clairement quoi? Que cette géographie historique dont Wally est l'inventeur est une géographie sans histoire parce qu'elle se suffit à elle-même comme sa propre histoire. C'est une histoire sans géographie parce que l'assigner à une localité serait la trahir dans ce qu'elle est de substantiellement fondamental. L'univers de création auquel nous ouvre cette géographie des histoires ou cette histoire sans géographie commence, nous l'avons dit, par le placenta. C'est une figuration déjà de la maternité, accoucheur, porteur de désir, accoucheur d'espoir et peut-être d'espérance. À cela, il faudrait ajouter que lorsque Wally dit que c'est sa géographie qui raconte ses histoires, une lecture pourrait consister à dire qu'il retrace le cheminement aussi bien de sa vie tout court que de sa vie intellectuelle en fonction des différents territoires que son corps a habités. C'est déjà un mensonge. C'est un mensonge, mais un mensonge qui cesse d'être mensonge parce qu'il est volontaire. Pourquoi il cesse d'être mensonge parce qu'il est volontaire? Parce que Wally sait très bien qu'il nous ennuierait nous tous s'il nous racontait l'histoire d'une vie commençant à Diourbel, se déroulant à Kaffrine et finissant à Dakar. Et donc l'histoire qu'il retrace n'est pas simplement celle de ses pas, n'est pas simplement des lieux qui ont habité et que son corps lui-même a habité, mais c'est l'histoire de son esprit en devenir. Et dans cette perspective-là, ce qu'il convient de retenir fondamentalement, sans vouloir entrer dans les maîtres, c'est un travail d'érudits, de savants et de techniciens que nous ne sommes pas. Ce qu'il faut en retenir fondamentalement, c'est que dans la perspective de Wally, il faut comprendre que le langage, il est doublement
à la fois la possibilité de se révéler, mais également la possibilité de se dissimuler. Le maître nous l'a appris parlant à l'époque de Nietzsche, nous disant quoi? Qu'en réalité la vérité n'est pas dans ce qu'on dit, mais qu'elle est dans ce qu'on ne dit pas. Donc je ne serai pas dans ce que Wally dit, je serai dans ce que Wally est. Qu'est-ce que Wally est? Son obsession pour la figure de la femme, qui n'est autre que la trame et la lame de fond qui traverse. Dans la présentation que nous en avons faite tout à l'heure, nous lui rappelions toujours le mot du vénérable maître. Il m'a appris que je devais le tuer, mais je n'arrive pas à le tuer parce qu'un maître au lui c'est difficile à tuer. Et vous m'avez entendu dire que le vénérable Mamoussé, je le disais, Wally, me disait toujours, mais de quelle lecture es-tu coupable? Wally, de quelle lecture es-tu coupable? Parce qu'en réalité, ce long poème-là, c'est un corps, mais c'est le corps d'une femme. Mais c'est le corps d'une femme qui, en tant qu'elle est femme, refait toutes les femmes, et en tant qu'elle refait toutes les femmes, elle n'est pas d'une femme, elle est de la femme en tant que... Parce que... Mais oui, je ne sais pas si vous avez fait un coup d'œil aussi soupçonneux que l'autre sur ce que dit Wally en réalité. C'est un hymne à l'amour. C'est un hymne à la fécondité au sens propre. C'est un hymne à l'affection et à la tendresse. Et Wally est persuadé que c'est par l'amour que l'on peut guérir le monde. Rédiger simplement certains passages de ce poème-là. Mais j'ai envie de lui rappeler ce que dit un autre brillant poète de chez nous. Je crois que c'est Amadou Lamine Sall qui disait que face à l'amour, l'homme est comme un papillon amnésique qui se souvient toujours trop tard que l'amour est un feu où on se brûle les ailes. Mais toi tu as compris que c'est en se brûlant les ailes. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller très loin. Parce qu'il y a longtemps que vous m'avez entendu dire, malheureusement, que j'ai changé de nationalité. Vous m'avez entendu dire ça. J'ai changé de nationalité, j'ai cessé d'être sénégalais. Vous le savez très bien, je vous l'ai dit. Pourquoi? Mais parce que le Sénégal est le pays de la parole bavarde et peu savante. C'est le pays où les expertises se multiplient, où le vaillant travail de la grande royale André Marie Diagne est enterré par des gens qui sortent de nulle part, qui prennent les médias et qui se font véritablement pour la littérature incarnée. Donc dans ce pays de foisonnement du discours et du discours bavard et peu savant, moi je parlais sur le contrôle du maître, qu'il y avait une cité antique qui s'appelait la Laconie. Vous connaissez l'expression française, Laconie, c'est les gens qui étaient marqués par la breveté de leurs paroles. Donc nous allons nous faire habitants de Laconie, qui enseignaient non pas simplement des cours, mais ils se réveillaient le matin pour apprendre des cours de silence. Et au nom de ce devoir de se taire, nous nous taisons. Jigéen nga wax am jigéen xàmmeetuma ràññeetuma wéttalu Maam Adama Njaay nii nii nga ko téye Rosette Fall benn Fall rek Maam Awa nekk xam nga ni moos romb ma sax ba ñuy mate góor sama ci nga maa yërëm te bañ maa ba ma asal diiruma la mbagg man kay damaa ñëw ngir moo tali la waaye ba xam nga ni moos sama mate dee tax ngay jël ko boole ñaar ñett ba ñeent ci man ngir yow gott doom xam nga ni moos yaay booy suñuy mate dee tax ku dégg samba laaxee mbaa sepp ni nga leen ma yuuxu walaay fii xanaa góor nekku fi yërëm ma xanaa xamoon ni man mii may sàkk bu borom bi di denc man sax la borom bi di dénk benn simili ba saalaa la may nga mos mitit bi ci mat yëngu na naa jëfte ci bis bi borom bi jël dénk bi mu ma dénkoon moo gën a tax di diiram bi ñu naan dal ci ndoxum kaay doom bi ñu xeet ma dëkkee taw ku dang jàkk ak ma bët
Vous en êtes témoin et c'est pourquoi je voudrais profiter de cette rencontre publique qui est importante pour moi pour le dire urbi et orbi. N'est-ce pas, mon ami Kane? Alors, cela dit, vous me permettez aussi de parler forcément de mon épouse. Je vais parler d'elle pour la première fois en public, pour la bonne et simple raison que la plupart des heures que je me suis permis de prendre pour produire, c'est du temps que je lui ai arraché, bien malgré elle. Donc, je lui dois une fière chandelle et je voudrais au moins, comme acte de reconnaissance, battre ma coulpe et lui faire comprendre qu'elle est placée à la droite de mon cœur. C'est l'endroit le plus sûr. C'est l'endroit le plus sûr pour garder les gens qu'on aime, parce que c'est la place du Père. Très bien. Alors, cela dit, vous me permettez de saluer le grand frère, le cousin, disons, Ousmane Ba. Applaudissez. Cette cérémonie a pu prendre le visage qu'elle a, parce que tout simplement, lui, par la grâce de Dieu, l'a voulu. Et pour cela, il serait malhonnête et insincère de ne pas le dire haut et fort. Grand frère, cousin, je vous remercie. Et vous êtes d'une générosité, d'une simplicité et d'une grandeur d'âme presque prométhéenne, presque considérable. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de cette occasion-là pour faire comprendre à tout le monde que, comme le disait si bien Guillaume d'Orange, on n'a pas forcément besoin d'espérer pour entreprendre. Cela dit, vous me permettrez aussi de parler de mon ami Siribaï. Écrivain aveugle. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on a pu voir cela. Un homme d'une intelligence, d'une profondeur d'esprit, d'une ingéniosité extraordinaire, qui a produit le premier roman écrit par un non-voyant. C'est extraordinaire. Et ce roman, j'ai eu l'avantage de le présenter publiquement. Et je l'ai fait avec le cœur, il l'a compris. J'étais presque en transe quand je concluais le texte que j'ai fait sur son roman. Mais il le mérite bien, parce que notre amitié remonte à longtemps. Il m'a vu grandir dans la poésie, dans l'écriture. Il m'a encouragé. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux absolument pas organiser un événement comme ça sans le mettre au premier jour. Grand, je vous remercie très fort. De la grande dame, André-Marie Ndiaye. Vous savez, quand vous prenez les initiales de son nom et que vous en faites un placement plus ou moins capricieux, vous aurez dame. Mais il faut forcément mettre grand. Voici une très grande dame. Applaudissez. Madame, je vous remercie, vous êtes généreux. Tout ce que vous avez pu dire sur moi dans ce film, vous auriez pu le faire. Et que dire de Blaïtrika? La générosité fait homme. Voilà le président de l'association sénégalaise des professeurs de français. Je n'ai jamais rencontré avant vous
Et je ne crois pas que je rencontrerai encore dans ma vie un homme aussi généreux et sincère que vous. Et je voudrais que tout le monde vous applaudisse là. Abdoulaye Diallo, pour le pays ou non, vous êtes les leaders qui militent et non les leaders qui regardent. Vous héritez. Et ça, c'est très important. Vous héritez des livres. Et depuis que vous avez installé votre maison d'édition, le Sénégal littéraire est en vie. Le Sénégal littéraire est en mouvement. Et ça, c'est très important. Personne ne peut pas le dire. Le Sénégal littéraire, personne ne peut le dire. Maintenant, tout le monde peut avoir des avis plus ou moins subjectifs sur votre personne et tout ça, c'est pas très important. Vous faites avancer le livre et je crois que c'est ça une des missions les plus fondamentales d'un pays qui veut se sortir de la misère. C'est clair. Le premier pas vers le développement, je n'ai pas le plaisir, c'est la réflexion. C'est ici dans la terre. Abdoulaye Diallo, vous faites du très bon travail. Vous savez, en France, il sort 300 livres par jour. Personne ne peut pas. Vous le comprenez. 300 livres par jour. Au Sénégal, si nous rassemblons l'ensemble des œuvres publiques, ça va à peine avoir des 500. Il y a un problème là. Il y a un problème. Il faut qu'on se décide à écrire pour qu'on disparaisse. L'avenir appartient à ceux qui produiront. C'est clair. J'en ai la conviction. Et vous avez devancé vraiment les gouvernants dans la mission qui sont fixées le PSE. Je crois que vous êtes là dans toute l'ordre. C'est clair. Alors, et je viens à mon grand frère, que j'aime bien, mais Songué tout. Vous n'êtes pas un mètre de la parole, vous êtes un kilomètre de la parole. Alors, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a si bien et si profondément maîtrisé la leçon humaine. Parce que enseigner, c'est séduire. Il n'y a rien de mauvais dans ça, à condition que on n'utilise pas cette séduction à son profit pour faire des détournements de beignets sentimentaux. Je crois que si on s'en arrête là, vous êtes un excellent séducteur. Et on voit parfois de petits malins qui se mêlent de médisance et qui racontent des histoires. Celui qui sait parler, développer, conceptualiser et montrer les choses de façon très claire comme le faisaient les autres là. Il faut le faire. S'il y a des gens qui peuvent faire comme vous, ils n'ont qu'à le faire. Ah, c'est ça. Je crois que ce sera très difficile. Donc, grand, je vous adore et vous le savez. Est-ce que j'ai besoin de le répéter? Est-ce que j'ai besoin de répéter? Voici un grand monsieur et je voudrais que vous le disiez vous tous. Voici un grand monsieur. Alors, je vais certainement terminer par l'école, mon établissement. Vous savez, si on me donnait tout l'or du monde, je ne changerai pas d'école. Je l'ai plusieurs fois dit, mais vous ne savez pas. Lycée d'excellence, lycée philanthropique, le sens de l'ouverture, le sens de la convivialité, le sens de la raison
nous faisons des résultats, nous continuons à le faire et nous sommes bien entre nous. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous échangerai contre quoi que ce soit. Et je termine par, disons, je ne dis pas que par vous, mais vous êtes les avant-derniers, je termine par celui qui est parti, alors que je ne voudrais pas. Le grand maître là, Diané. Je termine par, avant, disons, je ne dis pas par vous, mais je dis par l'autre. Et Pape Sambakan, le Sénégal du journalisme et de la communication doit beaucoup. Par ces temps qui passent, nous voyons des gens écrire dans les journaux en français très bizarre, parler de français abracadabrantesque. Et je crois que vous, en votre temps, vous avez su honorer la langue. Parce que faire de la presse, c'est d'abord tenir le discours et savoir le faire dans les règles de l'art. Et vous, vous êtes connu comme un maître de la plume. Lire Pape Sambakan, c'est un régal de l'esprit et des sens. C'est pourquoi c'est un très grand monsieur. Et moi, je crois tout ce que vous écrivez, je vois tout ce que vous dites et je m'intéresse à tout ce que vous produisez. Donc, reconnaissez à travers cette voix l'admiration de jeunes frères qui cherchent en tout cas à vous égaler et puis qui est certain qu'il ne le fera jamais. Alors, doyen, Mamour Ndiaye, le grand monsieur, l'homme de la philosophie intemporelle, le sens de la séduction, la maîtrise du discours, le sens du raisonnement, la capacité de tenir un discours hypothético-déductif extraordinaire. Vous connaissez mon admiration, et ce n'est pas une admiration surfaite. Je la fonde sur les bases remarquables. Je vous admire parce que vous êtes ce que vous êtes. Les autres ne sont pas forcément ce qu'ils sont, mais vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes un grand maître et vous comptez à travers le Sénégal des centaines de milliers d'admirateurs. Et par ma voix, reconnaissez l'admiration de jeunes enseignants qui a vraiment... Alors, maintenant, je termine par Diallo, je termine par Diané. Vous savez, Diané, c'est l'homme à qui j'ai envoyé le premier poème. C'était en 93, j'étais en première, je crois. Il y a un ami professeur d'anglais qui habitait Djoubal, qui m'a dit que toi, tes poèmes, il faut que l'un des profs les plus brillants de la fac voit ce poème-là. Il m'a demandé de prendre mes cahiers-là, de les mettre dans une enveloppe et de les lui transmettre. J'ai fait ça. Diané l'a reçu. Et pour montrer que c'est un bel esprit, il m'a répondu. Imaginez un pauvre type là et de Djoubel dans la bouche là, qui envoie des poèmes à Diané, le grand Diané. Il répond. C'est ce que ne font pas les dirigeants là. Vous l'écrivez, il ne répond pas. C'est très grave. Il m'a répondu. La lèvre est à la maison, je la garde jalousement. Il m'a fait comprendre que le fait de prétendre, en tout cas, d'être poète, moi, le jeune Waliba à Djoubel, ce n'était pas une prétention démesurée. Pour dire le moins. Et c'est presque lui qui a fait de moi quelqu'un qui marche toujours vers la poésie. Il faut que vous lire ce que j'ai dit ici. Il faut que vous lui disiez ça. Il faut qu'il l'entende. Il compte des centaines de milliers d'années. Il y a un professeur Ali Badrejane en chaque prof de français au Sénégal. Et ça c'est clair. Et c'est pas fin, c'est tout à fait sincère. Donc, c'est la raison pour laquelle, puisqu'il est parti, je demande aux hôtesses et à mes amis de venir, en tout cas découvrir avec tout le monde le portrait qu'on lui avait préparé. Malheureusement, il est parti. Mais venez, on va voir ça ensemble. Il ne faut pas les mélanger. Regardez bien si c'est derrière, parce qu'il y a 3 portraits. Donc on découvre le portrait de Diané. Et ce portrait est réalisé par l'un des plus grands artistes plasticiens de ce pays-là, professeur d'art à l'École nationale des arts, il s'appelle Albouri Loum, qui est de Djoubal et qui est extrêmement brillant, vous allez le voir. Donc, Ali Badri Diané en portrait par Albouri Loum.